Bonjour à tous et à toutes, merci d'être présents avec nous aujourd'hui. On est parti pour 35-40 minutes, on va essayer de dérouler une analyse de risque ensemble, une analyse de risque à BioCRM. Et notre objectif principal, c'est de vous montrer qu'avec les bons outils, les bons packages, la bonne capitalisation, réaliser une analyse de risque, c'est quelque chose qui peut être efficace, source de résultats intéressants et qui peut rester sous contrôle en termes de charge, de temps nécessaire pour les réaliser. Alors, pour cet atelier, on sera deux. Pour ma part, je m'appelle Tony Edou, je suis product owner au sein de la société All4Tech. Je m'assure de faire le lien entre tous les utilisateurs. Je salue par ailleurs tous ceux qui sont déjà dans la salle de nos applications et puis les équipes techniques qui sont en charge de développer ces applications. Et je serai accompagné par Kevin. Bonjour à tous, Kevin Delmotte, je suis consultant en sécurité des systèmes d'information chez William. Et donc moi j'accompagne des établissements de santé sur différents sujets liés à la sécurité des systèmes d'information, de la conformité, ISO 27001, Directive Nice, et puis le sujet du jour, des analyses de risque, EBIOS 2010 et BioCRM. Alors All4Tech, on est un éditeur logiciel, on est situé pas très loin à Laval, à moins de 70 km d'ici. Ça fait un petit peu plus de 25 ans maintenant qu'on fait de l'édition de logiciels, aujourd'hui à 100% de la cybersécurité. Notre cœur d'activité, ce sont les outils autour de l'analyse de risque, à la fois leur réalisation, le pilotage. Présence multisectorielle, j'aurai l'occasion d'en reparler. Historiquement, on a démarré dans le monde de la défense. Aujourd'hui, tout le monde fait de l'analyse de risque et je pense que ce sont des choses dont vous avez déjà entendu par ailleurs parler hier, Nice 1 puis Nice 2 fait que tous, quelle que soit la taille de vos organismes, de vos organisations aujourd'hui, vous êtes concernés par le sujet analyse de risque. Voilà, 130 clients, un petit peu plus de 500, on est à un peu plus de 600 aujourd'hui, avec bien évidemment des profils très très différents dans les gens qui font de l'analyse de risque. Et donc William, maintenant en quelques mots, on est un cabinet de conseil dédié à la santé, français, indépendant. On a aujourd'hui une cinquantaine de consultants répartis sur toute la France. Nos clients, ça va être principalement du sanitaire, mais du médico-social et puis un petit peu d'institutionnel. Et dans nos domaines d'activité, en plus de la sécurité des systèmes d'information, alors on a de la stratégie numérique, de l'accompagnement de projets SI, de la conformité et de l'organisation. Et donc, pour faire la transition, pourquoi est-ce qu'on se retrouve aujourd'hui avec All4Tech et William? C'est qu'on a un partenariat qui dure depuis près de 3 ans. Et donc, chez William, on a développé des projets d'analyse de risque précomplétés de A à Z et intégrés à l'outil d'All4Tech Agile Risk Manager. Et donc notre objectif avec ce projet, il était double. Le premier, c'était de mettre le pied à l'étrier à des personnes, des consultants ou bien des RSSI qui ne maîtrisaient pas forcément, ne connaissaient pas la méthode EBIOS-CRM et souhaitaient faire la transition d'EBIOS 2010 vers EBIOS-CRM. Et puis surtout, le premier objectif qu'on avait, c'était de faire gagner du temps aux RSSI de santé en leur faisant passer d'analyses de risque qui sont à réaliser avec toute la phase de préparation en une dizaine de jours à des analyses de risque qu'on réalise en 4 jours chez William. Merci beaucoup, Kevin. Alors, juste quelques slides pour réintroduire le sujet analyse de risque. Je vais aller très très vite. La plupart d'entre vous en ont déjà parlé. Démarche méthodologique, aujourd'hui outillée, les cas où on démarre des analyses de risque sous Excel sont quand même de moins en moins nombreux, avec pour objectif d'identifier, évaluer les risques cyber, de manière à pouvoir les gérer. Alors, gérer les risques, ça appelle à se demander pourquoi on souhaite gérer ces risques. J'aimerais qu'il en soit autrement, très sincèrement, mais la première motivation, la plupart du temps, c'est la conformité. On ne peut pas y échapper. Un règlement vous impose de mettre en œuvre une analyse de risque. Vous faites de l'analyse de risque sur un périmètre. Le second critère, c'est très souvent une volonté de gagner en maturité, de gagner en confiance. Une fois qu'on a identifié ces risques, ça permet d'assurer un pilotage un petit peu plus serein de la politique qu'on met en œuvre. Et le troisième point, qui est un point qui est souvent occulté, à la fois dans la communication institutionnelle, mais aussi dans l'usage qu'on peut avoir de l'analyse de risque. Une analyse de risque, c'est fait pour vous aider à choisir une politique SSI qui soit la plus juste possible en termes de mesures, à pas entasser des mesures qui sont pas forcément toujours nécessaires, très très utiles. L'analyse, elle est là pour ça. Elle est là pour préciser les choses.
Alors la méthode EBIOS CRM, c'est une méthode assez récente. Alors la méthode EBIOS en soi, c'est ancien, hein, c'est un peu plus de 30 ans aujourd'hui. RM, c'est une mise à jour qui date de 2018. Si vous avez des visions un petit peu plus datées de l'activité d'analyse de risque, vous pouvez les oublier. Ce sont des choses qui ont beaucoup progressé, notamment du côté de la soutenabilité de l'activité. On a abandonné complètement les démarches qui visaient à se montrer exhaustifs. Aujourd'hui, vos SI, même les plus simples, seront trop compliqués pour permettre d'identifier absolument tous les risques. On fait de la représentativité, on est agile avec cette volonté. Alors, il y a une méthode, on va itérer sur ces analyses au fil du temps, on va essayer de les faire vivre. C'est un support de communication. L'objectif numéro 1 de vos analyses de risque, c'est de communiquer, c'est de partager, c'est de vous faire comprendre à la fois des métiers qui sont parfois en difficulté vis-à-vis des mesures que vous leur imposez, mais aussi des décideurs, hein, de ceux qui vont venir financer les choix que vous réalisez, de manière à ce que les risques, ils puissent se les approprier et prendre les bonnes décisions. Un écosystème complet, donc effectivement il y a déjà beaucoup de littérature dispo sur le sujet. L'ANSSI est extrêmement active, elle soutient la méthode, elle lui permet de vivre et d'être employé sur le terrain, et vous avez une association qui est complètement ouverte, hein. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à venir taper à la porte, qui s'appelle le Club EBIOS. Et dernier point, un élément fondamental de la GRC, bon ça c'est quelque chose que vous savez déjà, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Très rapidement, la méthode EBIOS, 5 ateliers. Premier atelier, c'est l'atelier, alors le terme que j'emploie d'habitude, c'est l'atelier de la psychothérapie. C'est un atelier où on fait le point sur la situation dans laquelle on se trouve, hein. On essaie de définir un périmètre, on essaie d'avoir une vision claire de ce qui se passe au sein de ce périmètre, de ce qui nous fait peur, de ce qu'on a appliqué, de ce qu'on n'a pas appliqué. Second atelier, on va pivoter de point de vue, on va essayer de s'intéresser à qui peut m'attaquer et de manière contextualisée pourquoi est-ce qu'il peut m'attaquer, notamment dans vos milieux, il y a parfois des perceptions des attaquants possibles qui sont pas tout à fait en phase avec la réalité du terrain. Identifier son écosystème. Hier, on entendait parler de supply chain, de centaines, voire de milliers de fournisseurs dans un centre hospitalier. Ce sont des portes d'entrée pour les attaques, hein. Ça vous a été répété à plusieurs reprises au cours des précédentes présentations. Donc, c'est un point important de l'analyse de risque. Répondre à la question du comment. Une fois que je sais qui peut m'attaquer, j'essaie d'identifier comment il va profiter de mes vulnérabilités pour rentrer chez moi. Et puis, dernier point, essayer de trouver des solutions une fois qu'on a identifié les risques. Alors, pour nous accompagner, on va avoir un petit questionnaire tout le long de cet exercice. On va vous poser des questions. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Kevin ? Ouais, donc l'idée, ça va être d'interagir avec nous, nous aider à réaliser cette analyse de risque. Donc je pense que vous êtes plus ou moins tous connectés aujourd'hui. On va avoir une première question pour vérifier que le questionnaire fonctionne bien. Je vais simplement vous demander comment vous allez. Donc on va avoir les réponses en direct. Voilà, donc QR code pour accéder à la bonne page. Pour ceux qui sont pas déjà branchés au Wi-Fi, il y a le mot de passe du Wi-Fi. Et pour ceux qui se demanderaient pourquoi participer ou pourquoi rester éveillé pour le reste de la présentation, on vous fera gagner par tirage au sort, hein, la Peugeot qui a couru ce week-end sur les 24 heures du Mans, la boîte Lego. Voilà quoi. Donc restez éveillé les 40 prochaines minutes. Il y a quelque chose d'intéressant. Pour l'atelier, au cas où on aura le plan B micro, si jamais les gens n'arrivent pas à se connecter pour l'utiliser. Okay. Pas de souci. Si de toute façon vous ne pouvez pas vous connecter, y répondre, ça ne vous empêchera pas de participer au tirage au sort, hein. On ne vous interdira pas de jouer, quoi. On vous interdira pas de jouer. Alors, c'est pas fou, hein. Voilà, le menu du midi a été un peu chargé. Des gens qui ont besoin d'un café, il va falloir patienter un petit peu pour le café, mais il viendra juste après, quoi. Il viendra juste après. Courage. Alors, je vais basculer dans l'application. Agile Risk Manager, c'est une application qui a été créée spécifiquement pour faire de l'EBIOS CRM, hein. On essaie vraiment de vous proposer quelque chose qui soit le plus épuré possible. C'est une application qui est labellisée par l'ANSSI pour la mise en œuvre de cette méthode d'analyse de risque. Et donc, vous allez retrouver au sein de cette application des dépôts, dans ces dépôts, des projets. Un projet, c'est une analyse de risque. Et une analyse de risque, c'est construit autour de bases de connaissances qu'on va compléter ensemble au fur et à mesure. Pour vous donner juste une petite vision du workflow, hein, vous retrouvez les 5 ateliers. Pour chaque atelier, on va avoir un certain nombre d'activités. Si vous êtes à l'aise avec la méthode, passer d'un atelier à l'autre, il n'y a pas de difficulté. Si vous découvrez, c'est un rail. C'est quelque chose qu'on suit. C'est une marche en avant.
Kevin, je te propose de démarrer par la partie définition du périmètre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors pour le périmètre, donc déjà pour cette analyse, on va utiliser l'un des projets qu'on a développé chez Wellium, et on part sur une analyse de risque des pays, voilà, d'une clinique au Mans par exemple. Et la première étape d'une analyse de risque, c'est de bien définir son périmètre. Et pour ça, la première étape dans EBIOS-CRM, c'est de réfléchir à la mission de notre système d'information. Et la mission, ça va être tout simplement sa raison de vivre. Donc pour nous, le DPI, ça va être tout simplement d'assurer la continuité et la traçabilité des soins. Cette mission ensuite, elle repose sur des valeurs métiers, et les valeurs métiers, ça va être ce qu'on va souhaiter protéger pendant notre analyse de risque. Et ça peut être deux choses, ça peut être des processus essentiels ou bien des informations essentielles. Et donc pour nous, le DPI, pareil, ça repose sur deux choses, de la donnée de santé à caractère personnel, et puis un macro-processus qui serait le recueil et la conservation des informations administratives, médicales et paramédicales. Ces valeurs métiers, elles reposent elles-mêmes sur des biens supports, et là on est sur la même définition que dans EBIOS 2010. Si je prends l'exemple de notre donnée de santé à caractère personnel, cette donnée, elle est stockée sur des équipements de stockage, elle est échangée au travers d'équipements réseau, et puis on va peut-être la retrouver sur des supports papier au travers des modes dégradés par exemple. Donc voilà ce que c'est pour nous, en tout cas ce périmètre du DPI et le périmètre qu'on va utiliser pour notre analyse aujourd'hui. Donc voilà, deuxième étape de l'atelier 1, on va réfléchir aux événements redoutés. Donc pour les besoins de cet exercice, on va en retenir que deux. On va se concentrer sur deux événements redoutés. Alors un événement redouté, avant de commencer, qu'est-ce que c'est ? Si on rentre un petit peu dans la technique et dans le guide de l'ANSSI, ça va être tout simplement la perte d'un des 4 critères de sécurité, la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité ou la traçabilité de l'une de nos valeurs métiers, donc de ce qu'on souhaitait protéger. Donc nous, on va retenir la perte de confidentialité de la donnée de santé. Donc avec des mots un peu plus concrets, ça serait le vol des données patients de la base complète de notre DPI. Et puis on va retenir aussi l'indisponibilité de notre processus. Et pareil, avec des mots un peu plus concrets, ça serait que le DPI n'est plus accessible pendant plus d'une journée. Donc nous, on va vous demander votre aide pour nous aider à coter un petit peu ces scénarios, ces événements redoutés. Et pour ça, on va retourner dans le Bicast. Et puis, pour vous aider, on a réfléchi avant aux impacts de ces événements redoutés. Donc pour la donnée de santé à caractère personnel, pour la perte de confidentialité, bien entendu, on aurait un impact juridique lié au RGPD. Et puis on a relevé aussi qu'on aurait un impact, vu que les cyberattaques sont de plus en plus médiatisées, on aurait un impact assez fort sur la réputation de l'établissement. Donc voilà, deux impacts de niveau 4 d'un point de vue juridique et du RGPD, et un impact de niveau 3 concernant la réputation. Donc à partir de ces informations-là, ce qu'on vous demande, en fait, c'est de nous aider à d'évaluer cet événement redouté. Donc pour le moment, on a une moyenne de 3,8. Donc on peut considérer que le scénario est critique. Critique. Je pense. Ouais. Ok. Alors c'est traditionnellement quelque chose qu'on déroule en atelier, hein. C'est quelque chose que vous faites avec les métiers. L'important, c'est pas tant la valorisation que vous y mettez, mais c'est surtout celle qu'eux ressentent. Il n'y a pas de difficulté. Très souvent, cet atelier-là va mener vers des résultats où les choses sont très très rouges. Les gens ont très vite l'impression que ce qui leur arrive, y compris le système de contact qui s'arrête 1 heure, c'est dramatique. Mais à nouveau, une EBIOS-CRM, c'est agile, donc on laissera des choses à des niveaux très très élevés à la sortie de l'atelier 1. On reviendra dessus quand on finira l'analyse de risque et qu'on s'interrogera sur l'argent à dépenser pour résoudre les problèmes qui ont été identifiés. Et maintenant, le deuxième événement redouté. Donc au niveau des impacts qu'on a sélectionnés, un impact sur l'organisation de la structure assez fort, un impact peut-être sur la santé des patients, avec en tout cas une perte de chance si le DPI n'est plus accessible pendant une longue durée, un impact sur la réputation et puis un impact financier assez léger, mais qu'on a souhaité intégrer. Donc là, pour le moment, les résultats sont un peu plus faibles. On approche une note de 3. Ouais, c'est ça. Donc on va mettre une note de 3. Ça semble un peu moins critique que la perte de confidentialité. Et un second qui est grave, quoi. Très bien. Très bien. Donc à ce stade, on sait de quoi est composé notre périmètre, on sait de quoi on a peur. La dernière activité importante dans un atelier 1 d'une analyse de risque EBIOS-CRM, c'est la partie socle de sécurité. Donc le socle, on parle de pyramide de management du risque, hein, c'est la base de votre pyramide. L'objectif, c'est de regarder vos référentiels, puis de vous poser la question vis-à-vis de ces référentiels,
qu'est-ce que je fais déjà, qu'est-ce que je ne fais pas, quelles portes vont rester ouvertes, parce que ce référentiel, il n'est pas appliqué autant qu'il devrait l'être. C'est pas un travail d'audit. Si on a un résultat d'audit, c'est parfait. Sinon, on va juste se concentrer sur les choses qui n'ont pas été faites, quoi. Là, pour l'exemple, on a pris un guide d'hygiène de l'ANSSI. Hein, c'est souvent un fondamental très intéressant. Et on a 2 trous qui ont été identifiés dans le système d'information qui nous concerne. On a des choses sur les procédures d'arrivée, de départ, etc., qui ne sont pas complètement faites. On a des choses autour des supports USB qui n'ont pas été réalisés. Il n'y a pas vraiment de politique restrictive. Et pour le reste, c'est plutôt bien. À ce stade-là, on a donc le périmètre, les événements qui nous font peur, une vision claire de la situation dans laquelle on se trouve. J'allais dire la séance sur le divan et se termine là. Le second atelier va démarrer avec un sujet assez différent qui est celui des attaquants. C'est ça. Et donc pour cet atelier, finalement, on se questionne sur qui veut nous attaquer et pourquoi. Et donc nous, on a fait un premier recensement des attaquants qu'on retrouve dans le monde de la santé. Et donc avec cette base, on couvre à peu près 95% des attaques qui ont lieu aujourd'hui. Alors on va vous faire réfléchir sur 2 couples aujourd'hui. La mafia ou un grand groupe organisé qui souhaiterait obtenir une rançon. Et puis un gouvernement qui souhaiterait vous voler vos données. Donc à partir de là, on va rentrer une nouvelle fois dans le Bicast et on va vous proposer de nous aider à coter. Donc, comment se fait la cotation dans les BioCRM? On utilise une matrice à 3 critères. La motivation de notre source de risque pour atteindre son objectif. Quelles sont ses ressources? Alors, ces ressources, ça peut être les compétences qu'elle a à sa disposition pour mener à bien ses attaques, ou bien les ressources financières. Voilà, et puis l'activité, on va simplement se demander est-ce que cette source de risque est active dans notre secteur d'activité qui est la santé? Et là, je pense que ça fait assez peu de doutes pour la mafia ou les groupes organisés. Alors, le premier, couple SRV1, OV2, on était sur la mafia qui souhaite obtenir une rançon. Ok, il y a de l'argent, la mafia est toujours très très motivée, les ressources sont considérables. Alors ouais, je vais revoir la motivation un petit peu à la baisse. L'activité du couple, l'actualité est remplie de cas où la mafia essaye de rançonner des hôpitaux. Il n'y a pas de doute sur le sujet. Voilà. Donc on retrouve un couple qui est moyennement pertinent. Donc on est ici sur une pertinence moyenne, ok, motivation, ressources, activité. Très bien. Très bien, et la même chose peut-être pour le gouvernement, donc le gouvernement qui voudrait vous voler vos données. On va vous laisser quelques secondes. Donc c'est un atelier de filtrage. Hein. L'atelier 2 à la fin, la quantité de couples sources de risque objectivisés que vous conservez, c'est la charge de travail qu'il y aura à réaliser dans les ateliers 3 et 4. Donc on essaye d'être le plus restrictif possible. Il y a des couples qui vont être abandonnés de facto. Ça ne veut pas dire qu'ils ne passeront jamais à l'acte, mais ça veut dire qu'ils sont suffisamment peu représentatifs pour qu'on puisse ignorer le risque qui leur est associé. À nouveau, EBIOS-CRM, représentativité plutôt qu'exhaustivité. Alors, est-ce qu'on obtient des résultats? Alors voilà, et là on voit ce qui est intéressant aussi avec la méthode EBIOS-CRM et le fait de s'outiller, c'est que EBIOS-CRM, au-delà d'être une analyse de risque qui va être plus poussée, plus pertinente, plus contextualisée qu'EBIOS 2010, c'est surtout que c'est un super outil de communication et de sensibilisation. Et donc en fait l'outil, à chaque atelier, il va nous permettre de créer des radars, des graphiques, pour qu'on puisse mieux présenter en fait les résultats par la suite. Merci beaucoup. Alors, à ce stade, donc, on a identifié quels étaient les couples sources de risque objectivisés. On les a évalués. On en a choisi pour poursuivre notre analyse de risque. Donc, on a une vision claire de qui peut nous attaquer. La troisième étape, ça va être un travail sur l'écosystème. Alors, c'est ce schéma-là. L'objectif principal, donc, les statistiques varient un peu, mais on est grosso modo entre 7 et 8 attaques sur 10 recensées qui passent par une compromission initiale de l'écosystème au sens large du terme, donc votre supply chain, vos sous-traitants, vos fournisseurs, vos partenaires, etc. Et donc l'objectif ici, c'est vraiment de chercher à évaluer. Alors il y en a trop pour qu'on se pose la question de la situation cyber exacte dans laquelle on est avec chacun d'entre eux, mais on va chercher à les évaluer de manière à être capable de faire le tri très rapidement. C'est une évaluation qui va être construite à travers 4 paramètres.
Est-ce que tu peux nous en parler, Kevin, de ces paramètres ? Alors oui, les 4 paramètres. Donc on va calculer un niveau d'exposition. Niveau d'exposition, ça va être la dépendance qu'on a par rapport à cette partie prenante, et puis la pénétration qu'elle a dans notre système d'information. Le niveau de fiabilité cyber, bon là on va pouvoir réfléchir à la maturité cyber. On va se questionner peut-être est-ce que cette partie prenante a des certifications, voilà, ISO 27001 ou HDS pour nous prouver son niveau de maturité. Et puis le niveau de confiance, là c'est un peu plus subjectif. Donc c'est les 4 critères qu'on va utiliser pour évaluer nos parties prenantes. Et là on va vous proposer de réfléchir à un hébergeur. Donc pour l'hébergeur, on va vous apporter un petit peu de contexte quand même. Bon, pour la dépendance et la pénétration, je pense que vous avez une bonne idée qu'aurait un hébergeur. Par contre, pour le niveau de fiabilité cyber, on part sur un hébergeur qui serait certifié HDS. Et puis au niveau de la confiance, on a eu un petit souci il y a 2 ans avec un incendie dans cet hébergeur. Donc voilà, à partir de ces éléments-là de contexte, je vous propose de coter ensemble la criticité de notre hébergeur. Alors typiquement, je profite de cette phase de cotation pour parler de capitalisation, de construction, quels que soient les SIE sur lesquels vous allez réaliser vos analyses de risque. Il y en a probablement une partie pour laquelle cette cotation, elle sera commune. C'est aussi l'un des intérêts d'avoir une application, c'est d'être capable de reprendre les résultats d'une analyse de risque sur l'autre quand c'est pertinent, de récupérer une partie du travail qui a été réalisé. Et puis, c'est aussi une garantie d'homogénéité. L'un des problèmes qu'on a aujourd'hui quand on déroule des analyses de risque, c'est que sur un périmètre, on va décider qu'un sous-traitant est effectivement critique. Et puis l'analyse de risque d'après, tout simplement parce que la sensibilité n'est pas tout à fait la même, on va avoir une vision différente. Si vous capitalisez, si vous construisez, vous avez la garantie que votre vision sera homogène dans le temps. Alors l'évaluation donne quoi ? Donc 4 pour la dépendance, 3 pour la pénétration, 3 pour la maturité cyber et 2 pour la confiance. Et 2 pour la confiance, quoi. Ok. Bon, c'est des choses plutôt positives. On arrive à un niveau de menace qui est malgré tout élevé, tout simplement parce qu'à partir du moment où on a une dépendance à 4, donc votre hébergeur disparaît, je ne sais pas, ces locaux prennent feu, par exemple, vous allez être effectivement en difficulté très très vite. Donc ce sont des parties prenantes qu'on conservera pour la construction des scénarios stratégiques. Alors scénario stratégique, c'est quelque chose d'assez mécanique. Grosso modo, ce à quoi on va s'intéresser, c'est à l'expression du chemin. D'un point de vue événementiel, on ne rentre pas dans le détail technique. Ce qu'on exprime ici, c'est mon attaquant va venir compromettre mon éditeur du logiciel pour lequel je suis en train de réaliser l'analyse de risque pour pouvoir atteindre les valeurs métiers qui l'intéressent. Mon attaquant va venir me compromettre directement, ce qui va lui permettre d'atteindre aussi les résultats qui l'intéressent, ou il va s'attaquer à une autre partie prenante de manière à ce que ça lui facilite l'entrée dans votre système. Il n'y a pas trop d'alternatives, c'est soit de la partie prenante, soit un chemin direct. C'est quelque chose d'assez mécanique, la construction des scénarios opérationnels. Chacun de ces scénarios stratégiques, chacun de ces chemins d'attaque nous servira ensuite de support pour des scénarios opérationnels. Et donc l'atelier 4, on rentre dans un atelier un peu plus technique avec un scénario ici qui est un peu vulgarisé. Donc pour cet atelier 4, comment ça va se passer ? On va utiliser ce qu'on appelle une cyber kill chain. Donc c'est une méthodologie de découpage d'une attaque en plusieurs étapes par action élémentaire. Et donc là, on a une cyber kill chain à 4 étapes, avec la première étape qui serait connaître. Donc là, ça serait toutes les actions que doit rassembler un attaquant pour mener à bien son attaque. Rentrer, comment est-ce qu'il va pénétrer dans votre système d'information, trouver comment est-ce qu'il va se déplacer, donc là on va avoir toutes les actions de latéralisation ou bien d'élévation de privilèges, et puis exploiter, comment est-ce qu'il va exploiter son attaque. Donc là on va partir sur 2 scénarios, finalement, de 2 petites histoires qu'on a créées avec les métiers. Le premier, ça serait un hacker qui va envoyer un courrier avec une clé USB à des médecins, ou bien un dépôt de clé USB dans un parking ou dans les couloirs de l'établissement. Un médecin va connecter cette clé USB, et là, on va avoir l'installation du malware, la diffusion et le chiffrement des données. Le deuxième scénario qu'on va regarder, ça serait un peu d'ingénierie sociale, c'est celui qui est tout en bas, un peu d'ingénierie sociale, l'envoi d'un mail frauduleux très ciblé. Et là, on a un médecin qui malheureusement ouvre la pièce jointe et le malware qui se diffuse et qui chiffre les données. Donc voilà, on va vous proposer maintenant de coter 2 actions élémentaires. Alors qu'est-ce qu'on va venir coter ? On va venir coter la vraisemblance de la réussite de l'action élémentaire.
Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'un petit peu de contexte. On vous en a un petit peu apporté pendant le socle de sécurité. Donc voilà, on va évaluer la connexion d'une clé USB piégée et puis l'ouverture de la pièce jointe. Donc voilà, pour rappel, ce qu'on vous dit, les clés USB sont aujourd'hui autorisées dans l'établissement. La dernière sensibilisation remonte à 2 ans. Et aujourd'hui, aucun outil de sécurité avancé n'est déployé sur le système d'information. Donc voilà, à partir de ce contexte, ça vous donne quand même quelques billes pour évaluer la vraisemblance. Ok, donc on a des vraisemblances très fortes. 3,5 pour la connexion d'une clé USB. Donc là, je pense qu'on peut se mettre à 4. Ouais. Et puis 3,4 pour l'ouverture de la pièce jointe. Donc si on arrondit, on va peut-être arrondir à 3. Voilà, alors on obtient un scénario qui a une vraisemblance de 3, ce qui veut dire qu'il va falloir s'en inquiéter très probablement. C'est l'atelier probablement le plus technique quand on réalise une analyse de risque et BioCRM. C'est un atelier où on reste souvent sur des choses, j'allais dire à mi-parcours, c'est-à-dire qu'ici on se pose la question de la connexion d'une clé USB piégée. On n'est pas allé identifier quel était le poste exactement, quelle était la vulnérabilité qui a été exploitée, ce genre de choses est possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous interfacer avec le MITRE, récupérer des chemins d'attaque préconstruits, ce genre de choses. Mais en première intention, on choisit souvent un niveau un petit peu intermédiaire de scénario opérationnel pour des problèmes de réalisme par rapport au temps passé sur chacune des analyses de risque. Une fois ce travail-là réalisé, on va obtenir des cartos, tout simplement, comme vous avez l'habitude d'en voir, et qu'on en retrouve dans tout ce qui touche au risque, même au-delà du risque cyber, où là, l'idée, c'est qu'on retrouve l'ensemble de ces risques. Alors là, le contraste n'est pas extraordinaire, mais classé par gravité, en fonction des événements redoutés que vous avez évalués, classé par vraisemblance, en fonction des actions élémentaires que vous avez évaluées de votre côté, quoi. On n'a pas trop parlé d'échelle, on n'a pas trop parlé de réglage des matrices, ce genre de choses. Alors, dans les packages fournis par William, il y a déjà des échelles qui sont contextualisées, qui sont les vôtres, ceux que vous retrouvez dans vos textes réglementaires, etc. C'est toujours intéressant d'avoir des échelles communes avec les équipes qualité qui sont déjà présentes au sein des hôpitaux. Vous identifiez des risques à la fin, c'est un support de communication. Si vous parlez la même langue que tout le monde, et c'est déjà une démarche qui est structurée, ça va d'autant plus faciliter les partages et puis la valorisation du travail que vous aurez réalisé. Une fois qu'on a construit cette matrice, la dernière étape qu'on va passer de manière, j'allais dire, relativement rapide, c'est la construction. Alors la méthode appelle pas ça un plan de traitement du risque, elle appelle ça un plan d'amélioration continue de la sécurité, parce qu'il y a cette idée justement que c'est quelque chose qu'on va faire vivre. Et donc là, c'est une démarche beaucoup plus classique. Pour chacun des risques qu'on a identifiés, on va venir choisir des mesures de sécurité. Ces mesures de sécurité, on va les faire porter par un responsable. On va définir des échéances de mise en œuvre, et ça va nous permettre de nous projeter. C'est-à-dire que ça va permettre d'établir échéance par échéance, d'acquérir une vision de comment notre risque va pouvoir progresser dans le temps. À nouveau, à ce stade, c'est une projection. L'objectif, c'est que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, vous réouvriez votre analyse de risque pour dire voilà ce que j'avais prévu, voilà ce que j'ai fait en réalité. Peut-être beaucoup de choses, peut-être un petit peu moins, mais au fil de l'eau, on remet à jour, on update son analyse pour être en phase avec ce qui a été réellement concrétisé, quoi. Alors, dernier point, la production documentaire. Quand on fait des analyses de risque, il y a aussi la question de d'être en phase avec un référentiel. Quand on est en phase avec un référentiel, et à un moment ou un autre, on doit apporter des preuves du travail qu'on a réalisé. On n'est pas rentré dans le détail, mais tout ce que vous avez vu dans l'application sort de toute façon au format Excel, tout ce que vous avez vu dans l'application sort au format image, etc. Vous pouvez le réutiliser en dehors de l'application, il n'y a pas de difficulté. Tout se réintègre aussi dans l'application depuis Excel. Donc vous avez déjà de l'existant, vous pourrez en profiter. Et l'appli vous fournit un certain nombre de rapports. Alors là, c'est un rapport aux couleurs All4Tech qui reprend tout le travail qui a été réalisé sur ce package William autour de l'analyse de risque et qui peut être utilisé comme étant une preuve dans le cadre d'un audit ou d'une conformité à un référentiel. Il n'y a pas de difficulté, les auditeurs ont l'habitude de ce genre de format. C'est quelque chose d'assez classique. Voilà
on a réalisé ensemble une analyse de risque. Vous avez eu l'occasion de participer à chacun des ateliers. Il nous reste quelques minutes pour des questions, que ce soit sur le fond ou sur la forme, sur la méthode ou la partie outils. N'hésitez pas. Je suis donc Damien Ribeiro, je travaille chez GPL Expert, je suis responsable du pôle conformité et sécurité des systèmes d'information. J'utilise cette méthode au quotidien pour faire de la gestion de risque avec mes clients également. Pour moi également en interne, pour GPL Expert qui est certifié ISO 27001 et HDS également. Et ma question, c'est comment vous évaluez le risque résiduel une fois que vous avez fait votre évaluation des risques et qu'on est arrivé à l'activité numéro 5, à quel moment vous effectuez votre risque résiduel? Parce qu'on a été retoqué par notre organisme certificateur sur le fait que la méthode IBIOS-RM ne répond pas aux exigences de l'ISO 27001, selon lui, étant donné que le risque résiduel, selon la méthode, ne serait pas évalué au bon moment. Alors, pour faire le lien avec la norme et l'ISO 27001, donc au sein de la famille ISO 27000, il y a une norme qui est dédiée à la partie analyse de risque, c'est l'ISO 27005. Je fais partie de la CN cybersécurité en France, donc j'ai eu l'occasion de travailler sur cette nouvelle version de l'ISO 27005 et notamment donc celle qui a été mise à dispo au mois de novembre. Aujourd'hui, vous ouvrez l'ISO 27005, les diagrammes sont issus des supports de formation EBIOS-RM. Donc il n'y a vraiment pas d'ambiguïté sur le fait que si vous faites de l'EBIOS-RM, vous êtes en réalité complètement aligné avec la proposition méthodologique, le cadre, parce que c'est ce que c'est l'ISO 27005, que ce soit d'un point de vue sur le fond, les résultats que vous produisez, et puis sur la forme, la façon dont vous les produisez, quoi. Je vous avoue qu'après, ça m'intéresse beaucoup de discuter avec votre auditeur pour voir le fond de sa remarque. Je la trouve assez étonnante, très sincèrement. Oui, bonjour, Gilles Robert, donc je suis RSSI à Saint-Malo. On est intéressé par cette solution et on est accompagné dans le cadre de notre désignation d'OSE par une société de consultants. On souhaite pouvoir travailler sur l'outil avec ce consultant et on était intéressé aussi par les modèles que Wellium met à disposition. Est-ce que ça pose un problème quelconque qu'on puisse utiliser ces modèles en travaillant avec un consultant? Est-ce qu'il faut qu'avec une simple convention comme quoi ils ne réutiliseront pas le produit, on peut s'en servir avec? Je pose la question parce que pour nous, la difficulté, c'est vraiment de pouvoir utiliser le produit à la fois en interne, mais à la fois avec les différentes sociétés avec lesquelles on va être amené à travailler au fur et à mesure des homologations, des projets. Voilà, je voulais juste avoir votre retour sur ce point-là. Alors aujourd'hui, pour le moment, on ne vend pas nos projets sans jour de prestation. Voilà, c'est notre business model, c'est comme ça qu'on a décidé de travailler. Donc pour le moment, non. Après, on pourra peut-être en rediscuter après cette présentation, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire du coup que vos modèles, si nous on se les prend et on se les approprie, on n'aura pas la possibilité de retravailler avec d'autres consultants que vous? Alors non, il faut simplement, nous, comment on imagine la chose, c'est simplement qu'à la première analyse de risque, ça soit fait avec un consultant Wellium pour qu'on puisse aussi vous former sur l'utilisation de ces référentiels et comment est-ce qu'on a imaginé cette analyse de risque. Donc voilà, et après une fois que vous avez fait cette première analyse de risque, libre à vous de les réutiliser, peut-être avec d'autres consultants si vous le souhaitez, mais de faire vivre ces analyses de risque par la suite. D'accord, donc c'est vraiment sur la partie implémentation où effectivement là vous êtes... Tout à fait. Effectivement, c'était pour s'assurer que les premières prestations sont bien avec Wellium, mais qu'on n'est pas ensuite contraint de... D'accord, très bien, merci. Ça marche. Merci beaucoup à tous. Je vous propose qu'on les applaudisse.